Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Naples. Beaucoup de questions ont été posées, évidemment. Beaucoup de réponses ont déjà été apportées. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans l'exposé que vous avez fait aujourd'hui, c'est quelque part la démonstration qui est faite que, à un moment, la force de la loi, dans un domaine aussi, dans lequel l'urgence est si criante, la force de la loi l'emporte sur les changements spontanés de comportement des individus, des entreprises. Donc, ça dit tout de l'importance, à un moment, d'avoir une loi climat aussi ambitieuse que la vôtre. Alors, j'ai d'abord quelques questions sur la répartition de l'effort entre les 5 secteurs que vous avez cités. Je pense avoir compris la manière dont les pourcentages et donc le niveau d'effort ont été partagés entre les différents secteurs. Je me demandais simplement si ces niveaux d'effort, ces pourcentages étaient susceptibles d'évoluer ou bien est-ce qu'ils étaient fixés une fois pour toutes jusqu'en 2050. Ça, c'est la première question de précision. La deuxième question de précision, est-ce que ces pourcentages, donc ces niveaux d'effort, ont fait l'objet de lobbying de la part des secteurs pour éventuellement faire baisser ces efforts demandés. Et puis alors, en ce qui concerne le secteur agriculture et aménagement du territoire, ça aurait été bien, de manière générale, d'avoir des précisions sur le contenu des engagements derrière ces objectifs. On en a un peu parlé en matière de mobilité, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'aller un peu plus loin sur chacun des secteurs. Mais en ce qui concerne, en tout cas, le secteur agriculture et aménagement du territoire, je me demandais si, dans la réflexion, dans les échanges qui avaient eu lieu, est-ce qu'à un moment, 2 enjeux qui me paraissent fondamentaux avaient été évoqués. Le premier étant l'impact de la consommation de la viande, qui est culturelle chez nous et qui occupe une part importante dans notre culture. Mais est-ce que l'impact de la culture de la viande sur la production de CO2 avait été étudié et éventuellement s'agissait-il d'une variable permettant d'atteindre les objectifs fixés? Et un autre enjeu qui est fondamental, particulièrement en Belgique, c'est la question de l'étalement urbain. C'est peut-être moins criant aux Pays-Bas, mais chez nous, c'est un fléau. Le fléau de l'étalement urbain, avec son impact évidemment environnemental et climatique, me paraît essentiel et je me demande si ça a été un objet de réflexion pour vous. Alors, autre question peut-être plus fondamentale, est-ce que vous considérez que des objectifs aussi élevés impacteront en profondeur les modes de vie des Néerlandais? Et si oui, quels sont les bouleversements les plus importants que vous avez pu anticiper vraiment sur le mode de vie, sur la manière d'organiser sa propre vie et la vie en société? Donc ça, c'était ma deuxième question. Et puis alors, je reviens sur une question qui a déjà été posée, mais je trouve que vous n'y avez pas répondu de manière peut-être suffisamment complète. Avez-vous pu estimer la part d'efforts à réaliser dans ce plan climat entre les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics? Et au-delà du fait, comme vous l'avez évoqué, que les pauvres utilisent peut-être moins la voiture, y a-t-il, au-delà de ce cas particulier, une attention plus spécifique qui est portée à une forme de progressivité de l'effort à réaliser en fonction des moyens financiers des ménages? Et puis alors je reviens sur la question qui a été posée par le collègue du CDH. Angela Merkel a récemment, cette semaine, je pense, expliqué que les objectifs que l'Allemagne s'était fixés il y a quelques années ne seraient pas atteints. Et de là, elle a annoncé de nouveaux investissements en matière de climat. Mais donc, quel est, par rapport à cela, votre niveau d'optimisme sur la capacité des Pays-Bas à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés à travers le plan que vous avez présenté ce matin? Voilà, merci.